La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024. Il s'appelle ce matin 2 salles, 2 ambiances. Pendant que Donald Trump tisse sa toile, la tectonique des plaques financières continue à s'ajuster. On a d'abord eu les réactions reptiliennes qui ont profité aux actifs offrant le plus d'effets de levier à court terme, comme par exemple le Bitcoin, mais désormais des mécaniques plus fondamentales sont en train d'entrer en action, en particulier autour des projections de taux directeurs et de la nouvelle donne commerciale. Et la mauvaise nouvelle, dans ce contexte, c'est l'Europe qui trinque. En effet, l'écart de performance boursière entre les États-Unis et le reste du monde s'est accru hier en dépit d'une certaine méforme généralisée des indices, donc aussi de Wall Street. Mais cette méforme s'est surtout traduite par le plongeon de certains marchés européens à l'image du CAC 40 français qui a décroché de 2,69%. L'indice parisien enregistre ainsi sa plus grosse claque depuis un moins 3,13% datant du 6 juillet 2023, en tout cas si mes recherches un petit peu embuées de sommeil sont exactes ce matin. Mais le CAC 40 n'est pas le seul indice à souffrir puisque depuis la confirmation du résultat de l'élection présidentielle américaine, la sous-performance de l'indice Stocks Europe 600, qui a perdu moins 2,5% par rapport à l'indice S&P 500 US qui a gagné 3,48%, avoisine donc 6%. L'Asie-Pacifique ne fait pas beaucoup mieux, on est à environ 5% de sous-performance. Je le disais un petit peu avant, Wall Street a tout de même fait une pause hier, moins 0,3% pour le S&P 500, ça permet de couper un petit peu le rythme effréné des dernières semaines. La source de cette forte divergence entre marché et action, évidemment, c'est le retour aux affaires de Donald Trump. Il faut même ajouter son retour aux affaires et la razzia républicaine sur les sièges remis en jeu au Congrès. Le Sénat a déjà basculé, tandis qu'il faudrait un miracle pour que la Chambre des représentants ne fasse pas de même. En effet, à l'heure où j'écris, les démocrates ont 207 sièges assurés et les républicains 216, et il faut 218 sièges pour la majorité. Les Américains appellent le fait de contrôler l'exécutif et tout le corps législatif un trifecta, c'est-à-dire qu'on traduirait ça plutôt nous par une sorte de grand chelem. Et évidemment, cette situation offre un boulevard aux futurs locataire de la Maison-Blanche. Dans son costume de président élu, Donald Trump a d'ailleurs déjà commencé à distribuer les rôles de sa future administration et on peut d'ores et déjà affirmer que les postes déjà pourvus le sont par des personnalités clivantes qui n'hésiteront pas évidemment à appliquer les politiques radicales du leader républicain. C'est désormais une conviction forte du marché et c'est ce que nous révèle le mécano récent sur les actifs financiers. Je vais citer 2 éléments qui sont symptomatiques. D'abord, les rendements des obligations du Trésor US ont bondi hier. Les financiers ne croient plus à 4 baisses de taux de la Fed d'ici le mois de juin, comme ils l'imaginaient encore il y a 10 jours. Désormais, ils pensent qu'il n'y en aura que 2. En effet, j'en ai déjà parlé régulièrement, les politiques de Trump sont perçues comme étant inflationnistes, et à ce titre d'ailleurs, la statistique d'évolution des prix américains en octobre, qui doit être publiée à 14h30 aujourd'hui, revêt donc une importance particulière. Les économistes attendent une inflation de base, c'est-à-dire une inflation hors énergie et alimentation mensuelle de 0,3%, ça amènerait une inflation annuelle à 3,3% comme le mois dernier. L'inflation brute, elle, devrait être de 0,2% sur un mois et de 2,6% sur un an, on était à 2,4% en septembre. Il y a donc quelques craintes à la hausse sur les prix, et si c'était le cas, évidemment, en tout cas si la statistique était un petit peu plus élevée que prévu, eh bien les doutes du marché sur les baisses de taux à venir seraient confortés. Seconde pièce du mécano, les investisseurs dont les poches sont les plus profondes sont en train de rapatrier leurs paris sur les États-Unis. C'est la raison pour laquelle Wall Street parade pendant que tout le reste du monde boursier trinque. Les nominations prévues par Trump tendent à démontrer qu'il ne fera pas de quartier sur les tarifs douaniers, notamment vis-à-vis de la Chine, et ça, évidemment, ça pèse sur les marchés financiers du reste du monde. Ces intuitions sont confirmées d'ailleurs par la dernière enquête mensuelle menée par Bank of America auprès des gérants d'actifs, elle est parue il y a quelques heures. Le problème, c'est qu'elle a été conduite du 1er au 7 novembre, ce qui n'est pas idéal puisque l'élection présidentielle US avait lieu le 5 novembre, mais il y a quand même eu près du quart des gérants qui ont répondu post-élection, et c'est d'ailleurs sur ce panel plus pertinent que je vais me concentrer ce matin. Alors que disent les professionnels ? Eh bien, ils disent qu'il y aura davantage de croissance, davantage d'inflation, des allocations plus élevées dans les actions américaines et japonaises, des allocations plus élevées dans la technologie, mais aussi dans les petites capitalisations et dans les obligations à haut rendement. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans puisqu'on retrouve plusieurs composantes de ce que l'on appelle le Trump Trade.
Et sans surprise non plus, l'inflation qui accélère trop et la géopolitique qui part en cacahuète sont les deux plus grandes craintes des financiers. Les financiers qui adorent toujours les 7 magnifiques, ça reste leur pari préféré devant le pari sur l'or, mais un pari sur l'or qui a du plomb dans l'aile au profit d'être haussier sur le dollar. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, les gérants mondiaux adorent toujours le Nasdaq, mais le Russell 2000 est désormais passé devant l'indice technologique comme indice préféré des professionnels, surtout évidemment pour les gérants qui ont répondu post-élection. Petite précision quand même, le pari sur les actions japonaises est fondé sur le double postulat que le yen va baisser, c'est d'ailleurs le cas depuis quelques jours, et que l'archipel fait partie du camp des gentils dans la région et pas dans celui des méchants. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Tokyo de ne pas aller très fort ce matin, le Nikkei 225 perd 1,6%, c'est difficile aussi du côté de Séoul, moins 2,6% pour le Kospi, l'Inde, l'Australie et Taïwan perdent entre 0,5 et 1%, et côté chinois, on est largement divisé entre Hong Kong qui poursuit sa glissade de moins 0,6%, de l'autre côté, le continent est mu par de sibyllines mécaniques haussières, plus 0,6% pour le CSI 300, on ne comprend pas toujours pourquoi. Les indices européens, eux, ils auraient pu prétendre à un rebond marqué à l'ouverture après la fessée reçue hier, mais la réalité est plus compliquée avec des indicateurs avancés indécis. On passe à l'actu des sociétés en démarrant par la France qui a repris le dialogue avec la Chine sur les droits du cognac. Ça, ce sont les professionnels du secteur qui l'ont annoncé, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les groupes de spiritueux. Airbus se rapproche d'un accord sur le financement et les conditions de paiement avec Spirit Aero selon les infos de Reuters. Vinci a décroché un contrat de plus de 100 millions d'euros en Corrèze. BNP Paribas va supprimer 10% de ses effectifs en banque d'investissement en Chine. Total Energy a émis pour 2,5 milliards d'euros d'obligations super subordonnées. Sodexo a signé le rachat de l'américain CRH Catering, qui est un acteur régional américain. Les conditions n'ont pas été précisées. Nexans a dévoilé son plan stratégique 2028. Eiffage a été sélectionné pour construire le futur centre de conférence de la Commission européenne. GTT a remporté une commande de cuve pour un nouveau méthanier en Chine. Interparfums a annoncé viser un chiffre d'affaires compris entre 910 et 930 millions d'euros en 2025. ICAD a cédé un immeuble lyonnais en VFA. Assystem en consortium a signé un accord pour intervenir sur le projet ITER. DB détient plus de 90% de SQLI et peut donc retirer le dossier de la cote. Iconisys a renouvelé son accord en tant que représentant autorisé et importateur européen avec Novodiax. Equinox ferme sa filiale de R&D au Brésil. Carmat se réjouit que son cœur artificiel soit de plus en plus adopté comme un pont de transplantation en Europe. Gensight a soumis son dossier à l'ANSM pour la reprise du programme d'accès compassionnel de l'Umevoc en France et Medesis est à la recherche de fonds. On a quelques publications d'entreprises dans l'Hexagone depuis hier soir. Inat Pharma, Obiz, Ogros, Foncière Volta, Vente Unique ou encore Groslo. Ailleurs en Europe, le gendarme espagnol de la concurrence a lancé une enquête approfondie sur le rachat de Sabadell par BBVA. Allianz a annoncé une hausse de 22% de son bénéfice qui est supérieure aux prévisions et des perspectives plus favorables. Siemens Energy a aussi relevé ses perspectives à moyen terme. Les bénéfices d'ABN AMRO au T3 dépassent les attentes. RWE a relevé ses prévisions 2024 et a annoncé un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros. Alcon a augmenté son chiffre d'affaires au T3 mais moins que prévu. Just Eat Takeaway a annoncé la cession de Grubhub pour 650 millions de dollars. IMCD a levé 300 millions d'euros via un placement privé à 141,50 € l'action. Volkswagen va investir avec Rivian 5,8 milliards de dollars dans une entreprise commune. L'entreprise norvégienne Kongsberg a signé un beau contrat de 900 millions de dollars pour des missiles avec la marine américaine. Le groupe The Italian Sea Group qui fabrique des yachts de luxe décline toute responsabilité dans le naufrage du yacht de Mike Lynch. Swisscom fait de nouvelles propositions pour obtenir l'accord de l'Italie sur l'opération prévue avec Vodafone. Pirer Mobility va restructurer KTM en profondeur et recherche des financements. Enfin, Moody's a relevé la note crédit de Clariant qui revient en catégorie d'investissement. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, donc Allianz, Experian, SSE, RWE, Siemens Energy, ABN AMRO et Porsche Automobile Holding. En Amérique du Nord, on a des valeurs qui étaient en hausse post-séance après leurs résultats. C'est le cas de Spotify plus 7% et de Flutter plus 2%. En revanche, à la baisse, Instacart perdait 7% et Skyworks 3,4%. Le fonds activiste Elliott fait pression pour démanteler Honeywell après avoir pris une participation de 5 milliards de dollars. Walt Disney étudierait des candidatures externes pour succéder à son DG Bob Iger selon le Wall Street Journal. Spirit Airlines, toujours selon le Wall Street Journal, se prépare à la faillite après l'échec d'un projet de reprise. Et
Apple prévoit une tablette murale IA pour le mois de mars selon les informations de Bloomberg. Enfin, l'entreprise suédoise Klarna a déposé confidentiellement, enfin pas tant que ça apparemment, une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. Les principales publications du jour outre-Atlantique: Cisco, Nu Holdings, Suncor, Copart, Tetra Tech ou encore CyberArk. Dans le reste du monde, Seven & I a confirmé avoir reçu une offre informelle de sortie de la cote de la part de la famille Ito. Bloomberg et Nikkei avaient fait état hier de rumeurs de MBO. L'action de Samsung Electronics est au plus bas depuis plus de 4 ans et Wistech Global fait l'objet d'un recours collectif en raison de ses prévisions pour l'exercice 2020. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique aujourd'hui, on a Tencent Holdings, Singapore Telecommunications ou encore Rakuten. Et voilà, c'est fini. Bonne journée à toutes et à tous.